Rebonjour mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment de vous présenter les résultats de cette 10e édition du baromètre industriel québécois. Sans plus tarder, j'inviterai monsieur Richard Blanchet, président directeur général de STIC, à venir nous présenter les faits saillants de cette vaste étude. Monsieur Richard Blanchet. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez profité de l'excellent dessert. C'était tentant d'en prendre deux, mais on va arrêter à juste un. Donc, merci d'être ici aujourd'hui pour venir assister à la présentation des principaux résultats de la 10e édition de notre baromètre industriel québécois. Tout d'abord, avant de commencer de vous parler du baromètre, quelques mots sur STIC, ce que nous faisons depuis déjà 31 ans. Donc, chez STIC, notre mission, c'est d'améliorer la compétitivité des chaînes d'approvisionnement manufacturières. On a 350 membres un peu partout au Québec et dans plusieurs secteurs manufacturiers, principalement des PME ou aussi des donneurs d'ordre. Chez STIC, ça se résume en deux mots ce qu'on fait. On aide les entreprises à trouver, premier mot, trouver. À titre de mailleur industriel, on aide donc les entreprises à trouver soit des fournisseurs, soit des clients ou soit des partenaires d'affaires. Également, dans notre rôle d'activateur de performance, nous aidons les entreprises à s'améliorer par le biais de nos activités de formation, nos visites industrielles, nos visites manufacturières 4.0. Également, nous faisons beaucoup de diagnostics chaque année. Entre autres, on a développé l'année dernière un diagnostic Industrie 4.0 qui est admissible à des aides financières du gouvernement du Québec. Et nous avons lancé l'année dernière notre tout dernier programme de développement des fournisseurs. Il s'appelle Podium Transport, qui vise à l'amélioration de la performance de 65 fournisseurs donc, qui sont actifs dans le secteur du transport terrestre. Et pour remplir notre mission, nous pouvons compter sur l'appui, en fait, le précieux soutien de divers organismes. On va les voir apparaître à l'écran bientôt. Entre autres, ils sont nombreux, mais entre autres, on retrouve Développement économique Canada pour la région du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. On m'avait dit que je parlerais trop vite, finalement, c'est pas si pire. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, également, on a Investissement Québec qui est partenaire prestige pour l'étude baromètre, pas seulement l'événement, mais l'étude également. Et aussi, on peut remarquer la présence d'Alu-Québec pour qui on fait un baromètre spécifiquement pour le secteur de la transformation d'aluminium. Donc, on a un baromètre pour l'aluminium. Donc, avant de vous parler un peu du baromètre des résultats, je vais vous informer sur quelques chiffres importants, en fait, qui dénotent de l'importance du secteur manufacturier, qui est un secteur vital pour notre économie. Donc, le secteur manufacturier, c'est un PIB de 50 milliards, en fait, en date de 2018, donc 50 milliards par année, donc déjà notre économie. C'est 14 % du PIB global de la province. C'est un secteur aussi où on compte des ventes de 165 milliards. Ce secteur-là emploie 433 000 personnes dans plus de 13 200 entreprises. Il faut toujours rappeler aussi chaque année que le secteur manufacturier québécois, c'est principalement de la petite entreprise. On a souvent l'image de la grosse entreprise de 500 employés. Ce n'est pas ce qui est typique. 93 % des entreprises manufacturières ont moins de 100 employés. Donc, toujours garder ça à l'esprit. Néanmoins, ça demeure un secteur, un pilier en fait de notre économie parce qu'il compte pour 89 % de nos exportations. Les salaires y sont de 10 % supérieurs à la moyenne. Également, et là je ne vous apprends rien, c'est un secteur où on retrouve le plein emploi. D'ailleurs, si on calcule seulement le taux de chômage du secteur manufacturier, il est près de 2 points plus bas que l'ensemble de notre économie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup de résultats. Il y a en fait beaucoup de résultats aussi qui sont présentés par diverses organisations. Des fois, les résultats sont semblables, des fois un peu différents. Alors, c'est important que je vous explique un petit peu notre méthodologie parce que quand on compare des choses, si on ne parle pas de la même population, du même type d'entreprise, du même type de sondage, bien, on peut avoir des résultats quand même qui diffèrent. Donc, pour la 10e année, en fait, depuis les tout débuts du baromètre, nous avons confié à la firme BIP Recherche le soin de contacter 500 répondants d'entreprises, donc dans des entreprises qui ont entre 10 et 500 employés, un peu partout au Québec, dans plusieurs secteurs d'activité. Les résultats ont par la suite été analysés par M. Simon Bastien, qui est un consultant qui a réalisé des centaines d'études économiques. Et ensuite, nous avons discuté de certains de ces résultats-là avec des dirigeants d'entreprise dans un groupe de discussion qu'on a fait à la fin du mois de mars, donc afin d'avoir un peu leur input qui nous explique certains des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui.
On les voit d'ailleurs affichés à l'écran. Je les remercie beaucoup. Il y en a qui sont ici aujourd'hui. Donc, au-delà des chiffres, quand on a les témoignages directement des entreprises, c'est toujours très apprécié. Et d'ailleurs, de la rencontre du groupe de discussion, on a tiré 4 capsules vidéo que je vais vous présenter à travers donc, mon exposé aujourd'hui. Donc, les faits saillants de l'étude. Aujourd'hui, je vais vous parler de vente, de ressources humaines, d'investissement, de partenariat, d'innovation ainsi que de technologie numérique. Il y a beaucoup de chiffres. En fait, tout ce que je vais vous présenter, c'est dans le rapport qui va vous être remis à la sortie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le moins de chiffres possible, plutôt des observations, des tendances qu'on voit, et vous pourrez voir donc tous les chiffres quand vous pourrez consulter le rapport. Également, à part nos données de base, par exemple, est-ce que les entreprises ont eu des problèmes d'embauche, est-ce qu'elles ont investi, ça, ce sont des données plutôt standards. On fait ce qu'on appelle des croisements de données. Alors, on compare les gens qui ont plus investi avec ceux qui ont moins investi, puis on regarde ce que ça donne au point de vue de l'innovation, des ventes, ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les croisements de données. Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui aussi durant ma présentation. Donc, mon premier sujet, les ventes. Je ne vous apprends rien en vous disant que le secteur manufacturier va très bien. Les ventes sont au rendez-vous. Alors, si on regarde le premier graphique, et beaucoup de graphiques sont basés sur le même principe. On voit en bleu les entreprises qui ont eu une diminution d'au moins 5 % de leur chiffre d'affaires, donc qui vendent un peu moins. Et en orange, la proportion des répondants, des 500 répondants, qui affirment avoir une hausse d'au moins 5 % de leurs ventes. Et ce qu'on peut constater, si on compare, mettons, si on prend les 2 dernières années, pas seulement 2018, c'est que donc depuis 2017, les gens qui vendent moins sont en décroissance, mais les gens qui vendent plus, bien, il y en a de plus en plus, et l'écart entre les deux, bien, ce sont en fait, c'est le plus grand écart qu'on a depuis le début du baromètre. Donc, les ventes vont très bien, et ça, dans plusieurs sous-secteurs d'activité du secteur manufacturier, ça va très bien en général. Alors, on pourrait se dire, cette croissance de vente-là, on pourrait se demander, est-ce que ça vient des clients actuels ou des nouveaux clients? Et on était un peu surpris de voir cette année une réalité quand même assez marquée. Ce graphique-là nous montre la proportion des répondants qui affirment que 10 % ou plus de leur chiffre d'affaires est occasionné par des nouveaux clients. Donc, les gens qui comptent sur les nouveaux clients pour leur vente, leur croissance de leur vente. Et ce qu'on voit de façon très marquée, surtout depuis 2015, c'est qu'il y a de moins en moins d'entreprises pour qui les nouveaux clients, c'est plus que 10 % de leur chiffre d'affaires. Donc, ça peut paraître paradoxal. On voit que les gens vendent plus, mais ils vendent de moins en moins à des nouveaux clients. Alors, on a demandé aux dirigeants d'entreprise de nous expliquer le pourquoi du quoi. Et c'est l'objet de notre première capsule vidéo que je vous présente à l'instant. Tu vas croître avec la clientèle qui est déjà là. En 2012, j'avais 72 clients. Moi, aujourd'hui, j'en ai moins de 6-7. Alors, ce que je fais, c'est j'ai dit, on va personnaliser, on va s'occuper et on va aller chercher le maximum. Parce que de générer, autrement dit, de la clientèle et de ne pas t'occuper de tes gros clients, tu peux plus te mettre dans le tour que d'autres choses. Que je ne le vois pas comme étant très négatif. Tu crées ta niche et tu deviens, autrement dit, un centre d'excellence pour tes joueurs. Tout ce qui est développement de nouveaux clients, ça reste plus dispendieux, c'est plus d'efforts, c'est plus coûteux. Fait que si tu es capable de rehausser ta banque de données de clients actuels, c'est le ratio-rapport. C'est un choix entreprise de réduire le nombre de clients, un peu comme nos clients réduisent le nombre de fournisseurs. Ça devient plus facile à gérer. Et en même temps, ce qui est important pour nous, c'est pas d'avoir beaucoup de clients, c'est d'avoir peu de clients, mais avec beaucoup de produits différents qui sont en croissance. C'est notre choix, notre stratégie au niveau de développement d'affaires. Continuer là-dessus. On a quand même beaucoup de clients chez Laval Poinçon, mais j'ai remarqué que notre clientèle grossit elle aussi. Fait que c'est sûr, certain qu'on grossit quand même, mais on grossit avec notre clientèle qui est déjà existante. Fait que pour moi, c'est avant d'aller chercher ailleurs, on va aller soutirer tout ce qu'on peut de déjà nos clients qui sont déjà chez nous.
Nous, chez Metallus, heureusement, 2018 a été une année, justement, les ventes sont fortes. On a à peine à suffire à la demande au niveau de nos gros clients. Fait qu'il faut même faire un ménage dans l'ensemble des plus petits clients qui prennent plus de temps, qui sont moins rentables, qui sont moins dans notre core business. Fait que je pense que c'est très positif. On cherche tout le temps à juste croître avec nos clients actuels. Plus facile, moins dispendieux, moins de personnel à l'interne. On connaît la qualité, on connaît le service à la clientèle. Fait que je pense que pour nous autres, c'est un point très positif. Dans le type de production aussi qu'il y a, chez des normes, il y a des requis quand même spécifiques. Bien, il y a une expertise, ça prend beaucoup de temps aussi à mettre en place, puis justement à s'assurer que c'est apte à une production efficace. Fait que là-dessus, les clients ne veulent pas nécessairement recommencer tout ça avec plusieurs fournisseurs. Ils investissent beaucoup de temps. C'est un partenariat, donc je pense que c'est à notre avantage de le maintenir aussi. Donc, comme on vient de voir, la baisse du taux de renouvellement de la clientèle, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est plus un choix, une stratégie qui est adoptée par les dirigeants d'entreprise, en tout cas ceux qu'on a consultés. Maintenant, si on regarde où les entreprises vendent, bien, les exportations vont très bien. On a atteint, les exportations ont atteint 92 milliards de dollars l'année dernière, principalement aux États-Unis, qui demeure notre principal marché avec 70 % de nos exportations. La Chine vient deuxième à 4 %. Nous, on a regardé spécifiquement où les entreprises vendent et on l'a séparé par région. Le graphique que je vous montre ici, si on prend la première empilade à gauche, on voit que 22 % des répondants, des 500 répondants, ne vendent qu'au Québec. Donc, ce n'est pas qu'ils vendent 22 % de leur chiffre d'affaires au Québec. 22 % des entreprises disent « Moi, mon marché, c'est le Québec ». Un autre 19 % nous disent « Nous, on vend également dans le reste du Canada ». Un 35 % nous dit « Je vends aux États-Unis, mais je ne sors pas de l'Amérique du Nord. » Et la dernière portion vend donc également ailleurs dans le monde. Et si on regarde comment ça se décline en fonction de la taille des entreprises, bien, sans surprise, les plus petites entreprises sont nettement plus nombreuses. On voit la zone en bleu, donc sont nettement plus nombreuses à ne vendre qu'au Québec à mesure que la taille augmente. Bon, on voit que les entreprises donc, sont beaucoup moins limitées au Québec et au Canada et exportent beaucoup plus, et même à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Mais néanmoins, si je reviens à la tranche des 10 à 19 employés, c'est quand même pas négligeable. Il y a quand même une bonne proportion de celles-ci qui font à tout le moins ne serait-ce qu'une petite vente. Je n'ai pas le chiffre devant moi, là, mais au moins une petite vente à l'international. Donc, ce sont des entreprises qui sont ouvertes à vendre sur le marché extérieur et aussi qui savent comment s'y prendre. Et d'ailleurs, on a demandé aussi aux dirigeants d'entreprise de notre groupe de discussion pour notre deuxième capsule vidéo de nous parler des facteurs qui sont favorables à l'exportation pour les PME, mais aussi les obstacles. On les écoute un instant. Un manque de volonté de se déplacer aux États-Unis. Parce que faut, à un moment donné, il faut comme tu fasses le saut, puis tu traverses l'autre côté, puis tu investisses de l'autre bord, puis que tu fasses partie de la famille. Il n'y a rien de facile. Moi, je me tape San Diego depuis les 9 dernières années à toutes les 4-5 semaines. C'est sûr et certain que tu t'infliges une pression familiale et sociale. Sauf que nous autres, on savait que ça allait nous permettre de croître et de continuer à grandir. Le plus gros frein, moi, je pense, souvent, c'est la géographie. C'est ce qui va faire peser dans la balance. Le produit peut être compétitif, mais si mon transport est trop élevé, à un moment donné, livrer en Californie, ça n'a pas d'allure. À moins, si je parle de l'usine où là, on a vraiment une diversification internationale, ça n'a plus d'importance si on est les seuls à faire le produit ou à peu près. Bien, souvent, le manque de ressources aussi, de partir des éléments clés comme ça, là, ça demande du temps, ça demande quand même certaines études au niveau du marché, ça demande... de notre côté, on est déjà dans beaucoup de projets à l'interne. Là, on met-tu en péril les projets actuels pour justement développer? Nous, on a fait une acquisition dans le Nouvelle-Angleterre. Ça s'est fait en 2014. Ça a permis de nous mettre les pieds au-delà de ça, parce qu'on arrive quand même dans un marché qui a de la compétition. Puis ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il faut créer un différenciateur au niveau technologique, ce qui nous permet maintenant d'avoir des clients qui sont sur la côte ouest, qui sont en Californie, qui sont en Europe, puis qui atterrissent chez nous parce qu'on a quelque chose qu'ils cherchent. Puis l'usine aux États-Unis, oui, nous aide là, à justement accélérer dans le fond, puis déployer le nouveau message ou les technologies qui sont disponibles. On va aux États-Unis pour vendre en particulier nos moules plus haut de gamme,
à plus haute valeur ajoutée, puis se démarquer du marché asiatique. Moi, mon principe, c'est je ne pense pas là, que je suis capable de battre le voisin de mon client si c'est quelque chose de super facile. Là. Fait que moi, dans le fond, je vais aller vendre à l'extérieur quand la plupart des voisins vont commencer à trouver « Oh, ça, je touche pas à ça, c'est un peu compliqué. » Ben là, dans ce temps-là, j'ai des bonnes chances de réussir. Bien, les références de nos clients. J'ai quelques clients à l'extérieur, en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Thaïlande. C'est des gens avec qui je travaillais principalement ici au Québec, qui m'ont donné en référence. Parce qu'on avait une bonne proximité avec ces gens-là. Ça nous a ouvert des portes à l'international. Donc, on voit que les répondants sont tous très favorables à exporter. Comme on le voit, ça ne se fait pas simplement, mais il y a moyen d'avoir du succès. Et beaucoup de ces entreprises-là, d'ailleurs, ont un très grand succès à l'international. Maintenant, après avoir parlé des ventes, bien, ça prend du monde. Ça prend du monde, surtout quand les ventes augmentent. Ça prend plus de monde. Comme on le sait, ce n'est pas facile pour le secteur manufacturier, pour les embauches. Alors, le premier graphique que je vais vous montrer, c'est, en fait, en bleu, on voit les entreprises qui ont une diminution d'au moins 5 % du nombre d'employés, donc qui ont fait des mises à pied. Et en orange, celles qui ont fait des embauches, donc pour au moins 5 %. Et ce qu'on voit donc, celles qui font des mises à pied sont en décroissance depuis le début du sondage et celles qui font des embauches sont en croissance. Un peu comme on a vu pour les ventes tout à l'heure, et l'écart est le plus grand jamais observé. Donc, bonne nouvelle, les entreprises sont quand même capables, malgré la pénurie de la main-d'œuvre, de recruter, de trouver des gens. On pourrait se demander, est-ce que les entreprises sont capables de trouver toutes les personnes, tous les employés dont ils ont besoin? Malheureusement, non. En nouveauté cette année, on a demandé aux dirigeants d'entreprise, mais combien avez-vous de postes ouverts? La première série de données pour l'ensemble des répondants, on voit que c'est 7,9 le chiffre. Donc, si on arrondit à 8, les 500 répondants ont en moyenne 8 postes ouverts à combler en 2019, pas 0,5 ans, là, 2019. Donc, 500 x 8, on parle de 4000 postes à combler chez nos répondants directement cette année. Et le chiffre qu'on voit, le 15 % dans la zone en blanc, on a fait le ratio. Nombre de postes à combler sur le nombre d'employés actuels. Donc, on parle de 15 %. Si on revient à la zone en rouge, bien évidemment, on voit 3,3. Donc, 3,3 postes à combler pour les 10 à 19 employés et ça en va en croissance jusqu'à 18 employés pour les 100 à 500. Par contre, ce qui est le chiffre sur lequel il faut porter notre attention, c'est le 21 %. 21 % pour les 10-19, donc 21 % des postes sont à combler par rapport à la main-d'œuvre actuelle. Et ce chiffre-là est en décroissance. Donc, on voit de façon très nette que les plus petites entreprises sont beaucoup plus affectées par la pénurie de main-d'œuvre. Et en fait, même on passe donc du simple au double. Donc, ça les affecte particulièrement. Alors, quand on parle que la pénurie de main-d'œuvre affecte toutes les régions du Québec, tous les sous-secteurs manufacturiers, c'est vrai. Mais ce qu'il faut ajouter en plus, c'est que les plus petites entreprises sont beaucoup plus frappées par la rareté de la main-d'œuvre que les plus grandes. Évidemment, 100, 500, ce n'est pas des très grandes, mais c'est quand même beaucoup plus grand que 10 à 19. Donc, 3,3 postes ouverts pour les plus petites, c'est beaucoup. Maintenant, si on regarde du point de vue qualitatif, on voit en bleu, en fond, c'est la proportion des répondants qui constatent que le problème de recrutement est assez ou très important. Et on voit donc que c'est les plus hauts taux jamais atteints. Et la même chose pour la zone, pour les barres orange, on voit que près de 60 % des répondants affirment que la rétention de la main-d'œuvre spécialisée est un enjeu qui est important aussi. Donc, encore une fois, ce sont les plus hauts taux jamais atteints et ça reflète ce qu'on a vu dans les graphiques précédents. C'est le même principe pour la relève. Si on regarde les données suivantes, 40 plus 36, on voit que les 3/4 des répondants affirment que la relève est un enjeu important pour elles et ça aussi, ce chiffre-là est en hausse depuis quelques années. Donc, recrutement, rétention, relève, malheureusement, ça ne va pas mieux que ça allait. Puis, si on suit aux tendances démographiques, ce n'est pas demain matin que ça va aller mieux non plus. Donc, maintenant, si on a des problèmes à recruter nos employés, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut essayer de faire plus avec moins. C'est ce qui m'amène à vous parler des investissements. Donc,
avant de présenter les résultats comme tels, juste vous rappeler, ça, ces chiffres-là ne viennent pas de nous, que le Québec, en termes de productivité, n'est pas en avance. Au contraire, est en retard par rapport à l'Ontario, le reste du Canada et les autres pays de l'OCDE. Et même ce retard-là, ça se creuse, ça s'empire, comme on dit. Donc, face à la pénurie de main-d'œuvre, face à notre retard de productivité, bien évidemment, on peut investir. Alors, on va regarder ce que les entreprises nous ont dit du côté des investissements. Il y a beaucoup d'informations. Je vous demanderai de me suivre, ça va être plus simple. En bleu, on voit l'évolution sur 4 ans des entreprises qui investissent beaucoup en formation. Alors, si on regarde la hauteur des barres, il n'y a pas vraiment de hausse, au contraire, il y a peut-être même un début d'une petite baisse. Ça sera à voir au cours des dernières années. Donc, les investissements en formation en 4 ans n'ont pas augmenté dans les entreprises, enfin, dans l'échantillon, dans notre population d'enquête. Les barres oranges, maintenant, c'est les entreprises qui investissent beaucoup en achat d'équipements. On voit qu'il y a c'est peut-être le début d'une hausse, on va voir. Il y a eu quand même une certaine hausse en 2015-2016, mais depuis ce temps-là, ça se maintient pas mal. Donc, ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas hyper encourageant non plus quand on regarde ça. Il n'y a pas de hausse marquée, finalement. Dans la zone en vert, on voit les entreprises qui ont investi beaucoup en R&D. Donc là, il n'y a pas de signaux clairs, ça se maintient. Et dans la zone en rouge, on voit celles qui ont investi beaucoup en TIC. Et là, peut-être le début d'une hausse, on verra, les prochaines années nous le confirmeront. Donc, il n'y a pas nécessairement là, une hausse foudroyante là, à la lumière de nos résultats. Pourtant, d'année en année, nos résultats dans notre baromètre, quand on fait le croisement de nos données, est-ce que les gens qui investissent, est-ce qu'ils ont des meilleurs résultats? Mais le croisement de nos données nous montre année après année que les entreprises qui investissent plus affichent une meilleure performance. Et d'ailleurs, je vous inviterai à regarder dans notre rapport, la page 13, il y a 4 graphiques qui montrent quand même des résultats assez intéressants là-dessus. Mais de façon générale, on voit que les investissements en formation, en achat d'équipement, en R&D et en TIC, à différents niveaux, aident les entreprises à être plus performantes au niveau du chiffre d'affaires, de l'embauche, des exportations, de l'innovation, de l'intégration des technologies numériques et dans l'établissement des partenariats. C'est d'ailleurs, l'établissement des partenariats, c'est le prochain sujet dont je vais vous parler cette année. C'est un paramètre qu'on suit depuis 3 ans, mais cette année, on a choisi de vous en parler davantage. Pour mener à bien notre enquête, on a établi chez STIC, basé sur notre connaissance du milieu manufacturier, on a établi 5 types de partenariats potentiels qui pourraient intéresser les PME manufacturières. Donc, la question toute simple, au cours des 3 dernières années, avez-vous établi des partenariats pour? Regardons ce que les gens nous ont dit. Donc, 30% des gens nous ont dit oui, j'ai créé des partenariats avec d'autres pour générer des économies. 30% nous ont dit pour soumissionner sur des contrats importants. 23% c'est pour développer des nouveaux produits. 20% nous ont dit que c'est pour développer des nouveaux marchés et 18% pour développer des nouvelles technologies. Il faut comprendre qu'une entreprise peut se retrouver dans plusieurs, toutes les catégories, certaines entreprises dans aucune de ces catégories-là. C'est d'ailleurs le prochain graphique que je vais vous montrer. Dans la zone de droite, on voit les entreprises qui n'ont établi aucun des 5 types de partenariats que nous avons identifiés. Si on se déplace de l'autre côté, ça culmine en haut avec le quart des entreprises qui ont établi 3, 4 ou 5 des types de partenariats qu'on a identifiés. Donc, il y a vraiment une séparation entre les entreprises qui ont établi des partenariats et celles qui ne l'ont pas fait pour toutes sortes de raisons. Et si on veut convaincre les entreprises qui n'en font pas d'y adhérer, mais quoi de mieux que de demander directement aux entreprises, à ceux qui en ont fait, est-ce que ça a généré des bénéfices tangibles? Heureusement, la réponse est un oui très clair. Si on prend le 35% de oui beaucoup et le 48%, donc plus de 80% des répondants disent oui, l'établissement des partenariats a entraîné des bénéfices tangibles pour mon organisation. Donc, c'est quand même des résultats qui sont intéressants. Ça encourage sûrement les autres à emboîter le pas, évidemment. Si on regarde maintenant, si on fait le croisement entre nos données, on a mis en bleu les gens qui n'ont fait aucun des 5 types de partenariats, et en orange, on a mis les gens qui en ont fait 3, 4 ou 5 types. Et on compare différentes mesures. Donc, les gens qui font des partenariats sont plus nombreux à hausser leur chiffre d'affaires, à embaucher davantage. Ces gens-là également, qui font plus de partenariats, sont moins limités au Québec pour leurs ventes.
font plus d'actions innovantes et intègrent plusieurs technologies numériques. Donc, c'est intéressant de voir ça. On voit que les résultats sont très positifs. Et d'ailleurs, comme c'est la première année qu'on parlait de partenariat dans le rapport qu'on partage avec vous, on a demandé aux dirigeants d'entreprise ce qu'ils pensent de l'établissement des partenariats et je vous invite à les écouter. Je suis agréablement surpris de voir qu'il y a 50% des gens qui en font un. Par rapport à l'attitude que souvent les Québécois peuvent avoir. Ouais, c'est pas une culture très, très québécoise de faire du partenariat. Moi, j'ai travaillé beaucoup ailleurs, puis c'est beaucoup plus ouvert qu'ici. Ici, c'est plus fermé. Là, on se le fait dire, ah ouais, vous êtes prêts à faire ça? Ben oui, le gars vient t'asseoir avec nous autres, puis tu sais, ça l'ouvre, mais les gens, tu peux les contaminer, mais c'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là non plus. Il faut que tu aies une ouverture, il faut que tu sois ouvert pour avoir des partenariats comme ça. Exact. Surtout quand c'est des gens qui complètent ton marché ou qui sont, qu'on s'empiète un peu des fois. Nous, on le fait. On a une bonne communication, il ne faut pas lâcher. Est-ce que peut-être à découvrir la relation de confiance qu'elle soit là? Oui, des fois tu fais des visites d'usine. On est allé visiter Métal Bernard. Métal Bernard est venu chez nous. Je le fais avec mon voisin Matritech à côté. Tu sais, je pense qu'on a tout à y gagner en se respectant. Oui, tout à fait. Nous autres, on a fait là, dernièrement le partenariat le plus improbable de. Je me suis associé avec un fabricant de moules en Asie qui, lui, est associé aussi avec un fabricant de moules en Europe. Fait qu'on est capable de faire du service en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Et puis à la fin, pour nous, ça a été vraiment bien parce que ça nous permet de soumissionner les plus gros contrats. Ça me permet de aussi soumissionner sur des contrats que je ne pourrais pas faire dans mon usine parce que je suis trop cher. Alors je peux utiliser les services de l'Asie. Et ça me permet de développer plus que 100% de la capacité de mon usine. Présentement, là, on est en train d'essayer de rentrer chez gros clients dans les appareils électroménagers qui, eux, ont des installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Moi, tout seul, jamais dans 100 ans, je peux mettre le pied dans la place. Mais avec les trois ensemble, ben là, on est finalement un petit joueur qui est international qui peut offrir des services à l'entreprise partout dans le monde. L'obstacle, c'est d'être prêt de partager le risque. C'est souvent ça. C'est qu'il y en a qui veulent être partenaires, mais ils ne sont pas prêts à risquer ou à investir dans le projet. Tu prends en commande, puis... Ben c'est ça. Même en recherche et développement, développer des nouvelles technologies, il faut que tu sois, dans le fond, tu partages le risque, tu co-investis, puis tu vas co-bénéficier, dans le fond, de ce qui va en sortir de la technologie. Fait que je pense qu'à la base, il faut que ça soit en place. Donc, je pense qu'on a eu des témoignages assez éloquents de gens qui croient beaucoup à l'établissement des partenariats. Tantôt, j'ai parlé brièvement d'innovation. Donc, dans le cadre de notre sondage, évidemment, dans un sondage téléphonique, on ne peut pas s'enfarger sur une définition de l'innovation de 3 lignes. D'ailleurs, probablement qu'il y a autant de définitions qu'il y a de gens ici. Alors, pour nous, dans le cadre de notre sondage, l'innovation, c'est quelque chose qui est nouveau ou significativement amélioré. Et on a défini quatre avenues d'innovation. On va regarder ce que les gens nous ont répondu. Donc, les 500 répondants, donc 76% d'entre eux, affirment qu'au cours des 3 dernières années, ils ont fait de l'innovation au point de vue des méthodes organisationnelles et des processus d'affaires. 69% disent avoir fait de l'innovation de produits, 67% de l'innovation de procédés, et 36% de l'innovation au niveau de la commercialisation de leurs produits. Ce sont des niveaux qui sont soit similaires ou légèrement en hausse par rapport aux années antérieures. Et là, comme on a vu tout à l'heure, le partenariat, c'était 50% d'un bord, 50% de l'autre. Dans ce cas-ci, on s'est posé la question, mais est-ce que ce sont toujours les mêmes qui font de l'innovation? Heureusement, non. Parce qu'on voit dans la zone en blanc, ici en haut, que seulement 10% des gens ont répondu non aux 4 questions sur l'innovation. Et à l'inverse, on a 23% des gens qui affirment avoir, au cours des 3 dernières années, fait les 4 types d'innovation. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles. C'est encourageant de voir ça. Et puis, on a regardé également aussi l'innovation, ça ne vient pas seul. Donc, on a corrélé l'innovation avec les investissements. Et il y a des résultats là-dedans qui sont peut-être intuitifs, d'autres peut-être un peu moins. Donc, on voit en bleu les gens qui n'ont fait aucun des 4 types d'innovation et en jaune, les gens qui ont fait les 4 types. Et on voit clairement que ceux qui innovent davantage, enfin ceux qui innovent beaucoup, investissent plus en formation, en achat d'équipement, en R&D, également en technologie de l'information et des communications. Donc, si le lien entre innovation et R&D est peut-être
peut-être plus directe, bien, nous, on est content de voir qu'il y a un très fort lien entre l'innovation et la formation. Donc, la formation amène l'innovation amène la formation, c'est un peu tout ça. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles de voir ça. Mais maintenant, si on transpose ça comme en performance comme telle de l'entreprise, bien, on voit que les gens qui ont beaucoup innové en orange, bien, sont beaucoup plus nombreux à avoir été chercher des nouveaux clients, à avoir augmenté leur chiffre d'affaires, leur nombre d'employés, sont moins limités au Québec pour leurs ventes, exportent plus donc, et de façon très claire et marquée, investissent beaucoup plus donc, en technologie numérique. Et d'ailleurs, c'est mon 6e sujet aujourd'hui, les technologies numériques. On a gratté un peu plus ce sujet-là cette année. L'année passée, on en avait parlé un peu, mais cette année, à l'interne, on a identifié, et aussi en collaboration avec Investissement Québec, on a identifié 10 technologies numériques susceptibles d'être intégrées par les PME dans leurs opérations, dans leur gestion, dans la conduite de leurs affaires. Donc, je vais vous présenter les résultats ici. Il y a beaucoup d'informations. N'essayez pas de retenir tous les chiffres. En fait, je vais vous présenter par exemple le premier en haut, surveillance et contrôle en temps réel. Ce que notre tableau nous montre, c'est que 49% des entreprises ont répondu non, je n'ai pas intégré ça et ce n'est pas prévu pour cette année. 22% nous ont dit c'est pas fait, mais c'est prévu en 2019. 29% pour qui c'est déjà intégré à divers niveaux. Donc, si on fait le total pour ceux qui ont un intérêt, à tout le moins à court terme, pour surveillance et contrôle en temps réel, bien, on voit que ça rallie 51% des répondants. Donc, on voit toutes les technologies numériques qui sont identifiées, puis encore une fois, c'est dans le rapport, vous pourrez voir ça à tête reposée. Donc, on voit que surveillance et contrôle en temps réel, interconnectivité des équipements, c'est assez populaire quand même. Et en bas en queue de peloton, nous voyons la prise de décision autonome par les systèmes TI. Là, évidemment, on parle de quelque chose de beaucoup plus évolué. On parle souvent à ce moment-là d'intelligence artificielle, on parle de technologies émergentes. Donc, évidemment, le niveau d'adoption n'est pas le même que les premières technologies en haut qui, elles, sont déjà en place, dans certains cas, depuis plusieurs années. Et un peu comme on a fait pour les partenariats et l'innovation, on s'est demandé, mais est-ce que ce sont toujours les mêmes entreprises qui adoptent les technologies numériques et les mêmes qui n'y ont pas recours? Alors, on voit la première pile à gauche, le premier carré en bas, donc 26%. Donc, il y a à peu près le quart des entreprises qui n'ont pas intégré ou qui ne prévoient pas le faire cette année. Donc, en fait, aucune ou une seule des technologies. Donc, soit intégrée ou soit à faire cette année. Une autre portion, c'est 2 ou 3 technologies. Donc, un autre quart des entreprises ont intégré ou vont intégrer cette année 2 ou 3 technologies numériques parmi les 10 que je vous ai montrés. Un autre quart, c'est 4 ou 5. Et la dernière section en bas, c'est 6 technologies numériques et plus, donc sur les 10 que nous avons identifiées. Et quand on regarde comment ça se décline par rapport à la taille des entreprises, bien, sans grande surprise, les plus petites sont plus nombreuses à n'avoir intégré aucune ou une seule par rapport aux plus grandes qui ont aussi beaucoup recours donc, aux technologies numériques. Évidemment, l'objectif ici, c'est de vous présenter les résultats. Ce n'est pas de blâmer les plus petites entreprises en disant qu'elles n'ont pas compris, elles n'ont pas commencé le virage. Évidemment, on implante la technologie numérique en fonction de nos capacités, de nos moyens, des ressources humaines et financières que nous avons. Mais il y a différentes études qui disent que ça coûte quand même assez cher. Et même, proportionnellement parlant, c'est plus cher pour une plus petite que pour une plus grande de faire ça. Donc, mais quand même, on a croisé les résultats. Donc, les entreprises qui n'ont pas intégré de technologie numérique qui sont présentées en bleu ici. Les entreprises qui en ont intégré beaucoup. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on voit que ceux qui misent plus sur les technologies numériques sont plus nombreux à embaucher, sont moins limités au Québec. Donc, ils exportent plus, font plus de partenariats et également plus d'actions innovantes. Alors, on a demandé aux dirigeants d'entreprise ce qu'ils pensaient de l'intégration de technologies numériques et ça fait l'objet de la 4e capsule vidéo qu'on vous montre. C'est le payback, là, moi, d'après moi. Comme nous, on n'est pas gros, on est une petite entreprise. Faut que ça donne un méchant paquet de bénéfices parce que ça coûte cher faire ça quand même. Puis, tu sais,
Que tu le fasses pour une petite ou une grosse entreprise, curieusement, c'est dans la même gamme de prix. Fait que moi, rentabiliser le 4.0 chez nous, c'est plus difficile que chez une entreprise de 500 employés. La plus grosse difficulté, d'après moi, là, au niveau de la vision de l'entreprise, parce que c'est très, très difficile de justifier court terme l'investissement que tu dois faire pour obtenir un gain. Ça fait que si tu le fais basé sur un ROI dans 2 ans, oublie ça. Là. Il faut que quelqu'un croit vraiment, on va investir, on n'aura pas de gain pendant 2, 3, 4, 5 ans. Puis le livre, il dit 5 ans. 5 ans. Puis après ça, tu dis, je le fais. Parce que si tu le fais pas, tu seras pas là dans 5 ans. Là. Il y a quelqu'un d'autre qui va avoir pris cette décision-là. Ça fait que pour moi, surtout dans les PME, j'étais dans la grosse entreprise, c'est un petit peu différent, mais dans les PME, c'est de croire ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que dans les PME, on est 85 employés, les gens sont très opérationnels. Oui, il se fait de l'amélioration continue, oui, il y a des... mais il faut aussi, si on veut avoir un milieu favorable pour implanter le 4.0, il faut que des gens qui acceptent, moi ce que je dis à mes gens, rendez-vous inutile pour faire de l'amélioration continue. Rendez-vous inutile face à vos équipes pour pouvoir travailler sur le futur d'organisation. Fait qu'il y a un virage de culture à faire, puis il faut rentrer des nouvelles personnes qui pensent différemment. Il faut rentrer des gens, on a rentré une personne en statistique avancée chez nous. C'est complètement différent, mais il regarde les chiffres, il nous amène ailleurs. Des jobs à valeur ajoutée. Toutes tes tâches redondantes chez les employés sont automatisées. Ça fait que les gens voient leurs postes à plus haute valeur ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut tous, dans le fond, percer des marchés, avoir accès à plus. Puis le 4.0, dans le fond, c'est le passage obligé pour pouvoir arriver à cette destination-là, parce qu'on va devenir un peu comme un Amazon, où ce que, dans le fond, les gens qui cherchent un service vont magasiner une capacité manufacturière avec une expertise. Et nous autres, il faut qu'on soit capable de leur donner notre capacité, de leur donner où ce qu'on est rendu, puis de leur donner un suivi de cette production-là. Fait que, ultimement, dans 5 ans, la demande, là, elle n'arrivera plus dans une demande de soumission traditionnelle avec une soumission. Ça va arriver, puis nous, nos systèmes devraient être capables de les calculer, puis être capables automatiquement de recevoir une commande, de la transformer, de la shipper, puis de réduire l'intervention humaine. Assurer la croissance, qui est assez fondamentale. Si tu n'as pas de croissance, tu meurs. OK. Diminution des travaux en cours, le WIP, de 50%. L'augmentation de la valorisation au niveau, quand on parle d'un employé, nous autres, on a doublé la valorisation d'un employé. Un employé, maintenant, va travailler sur 4 machines. On permet, comment dire, à l'employé d'avoir une vie, on va dire, un travail efficace, tout en ayant un plaisir aussi à être au travail. Alors, mais l'ajout de la robotisation et de la numérisation, de la prise de décision, bien, on vient aussi aider l'employé à avoir moins de stress. Le Québec a compris que sans l'apport gouvernemental et sans le soutien de ces entreprises manufacturières, bien, la province est dans le trouble. Alors c'est une décision stratégique. Alors, encore une fois, on a vu des dirigeants convaincus. Et ce qu'on peut retenir, donc, c'est que contrairement à l'achat d'un équipement spécifique, par exemple, une presse, les investissements en technologie numérique, c'est pas évident de calculer un retour sur l'investissement immédiatement, puis il faut y croire. En tout cas, eux y croient, ça c'est assez clair. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui les résultats, en fait, la synthèse des principaux résultats de notre baromètre industriel, 10e édition. Donc, on a parlé de vente, on a parlé de ressources humaines, on a parlé d'investissement, de partenariat, d'innovation, de technologies numériques. Et parmi donc tout ce qu'on a vu, ben, nous, on a identifié 4 enjeux à surveiller donc au cours des prochaines années. Le premier, c'est, en fait, il faut composer, on n'a pas le choix, donc avec la difficulté de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. C'est un phénomène, comme je mentionnais, qui touche toutes les régions, tous les types d'entreprises, mais on a vu seulement sur 500 répondants, donc qu'il y avait 4000 postes disponibles en 2019. Et ce qu'on a vu aussi qui est encore plus marquant, c'est que c'est les plus petites entreprises, les 10 à 19 employés, bien, eux, ils sont encore plus frappés que les autres avec le problème de la rareté de la main-d'œuvre. Donc, il va falloir trouver des solutions innovantes pour ces gens-là.
Ensuite, miser sur les bons clients. On a vu les entreprises concentrent leurs ventes sur un plus petit nombre de clients, donc misent moins sur le développement d'affaires. On a vu les raisons pour ça. Bien évidemment, qu'à chaque fois qu'on mise sur un par rapport à sur l'autre, bien évidemment, il faut miser sur les bons chevaux, comme on dit. Donc, miser sur les bons clients pour qui eux-mêmes sont en croissance pour assurer notre croissance. C'est un enjeu au cours des prochaines années. Renforcer la culture de partenariat aussi. Les donneurs d'ordre veulent de moins en moins de fournisseurs. Les fournisseurs n'ont pas nécessairement les liquidités, les fonds pour investir en technologie numérique, n'ont pas nécessairement tout le personnel pour faire tout ce qu'un client aimerait qu'on fasse. Donc, une des solutions, c'est des partenariats avec d'autres entreprises. Il y a une façon de faire, mais il y a aussi des résultats très positifs, enfin, de la part de l'avis des répondants à notre sondage. Et finalement, l'intégration des technologies numériques, ce n'est pas de mode. C'est le début, comme on dit souvent, de la 4e révolution industrielle. On voit que les entreprises ont adopté à différents niveaux des technologies numériques. On voit que c'est commencé, mais il ne faut pas arrêter. Nos compétiteurs dans d'autres pays, dans certains cas, sont en avance sur nous. Donc, miser ces technologies numériques, ce n'est pas juste pour cette année, l'année prochaine, c'est pour plusieurs années à venir. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation des résultats comme tels. J'aurai le temps de prendre quelques questions, si vous en avez. Mes collègues se promènent avec des micros. Diane, là-bas, avec un micro, et Olivier, avec un micro. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, bien évidemment, après, je peux aussi également répondre à vos questions. Bon, mais le dessert était bon. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais céder, je vais vous remercier pour votre attention, premièrement, et je vais céder la parole à ma collègue Sybille. Merci. Merci Richard pour cette belle présentation. Donc, comme Richard vous l'a dit, pour tout complément d'information, le document du baromètre vous sera remis à votre sortie. Il est également en ligne disponible sur notre site web stick.com. Et puis Richard demeure disponible pour répondre à vos questions. J'aimerais à nouveau remercier nos partenaires, Investissement Québec, AGA Assurance Collective, GPL Assurance, Les Affaires, Banque Nationale du Canada, Dell, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, Genius Solutions et le magazine industriel MCI. STIC reçoit également l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Concernant les événements STIC à venir, le tournoi de golf Maya STIC revient pour une 14e édition du 6 juin prochain au Country Club de Montréal à Saint-Lambert. Donc les inscriptions vont bon train. Ne tardez pas à vous inscrire. Ce sera un très bel événement. On a des très belles entreprises exposantes. Un événement très convivial où vous allez pouvoir réseauter et tisser des liens d'affaires. Vous pouvez dès à présent réserver à votre agenda la date du 17 octobre 2019 pour notre événement Journée d'honneur d'ordre fournisseur à l'hôtel Mortagne à Boucherville. Une quinzaine de DO ont déjà confirmé leur présence. ALU Québec et Développement économique Canada pour les régions du Québec sont partenaires de cette prochaine édition. Veuillez noter que les places sont limitées et que la priorité est aux entreprises manufacturières. Donc, comme évoqué précédemment, n'hésitez pas à aller sur notre site web pour tout complément d'information. Podium Transport. Donc, comme Richard vous l'a évoqué précédemment, si vous évoluez dans le secteur du transport, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et enfin, STIC offre également des Audi 4.0 qui sont admissibles aux aides financières du ministère de l'Économie et de l'Innovation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus de détails. Donc voilà qui met fin à cette conférence. Vous recevrez demain matin un sondage de satisfaction. Il est vraiment important pour nous de pouvoir continuer à répondre à vos besoins en vous proposant des événements à la hauteur. Donc, en mon nom et en celui de toute l'équipe STIC, je tiens à vous remercier chaleureusement de votre participation à cet événement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à l'année prochaine. Merci.